Bonjour à tous. Posons tout de suite le décor pour cette nouvelle exploration. Une scène classique. Lundi matin, une alerte tombe sur les réseaux internes de l'entreprise. C'est la priorité absolue pour la semaine. Ah ouais, le fameux message qui met tout le monde sous tension. Bah oui, exactement. Tout le monde se mobilise, on lâche les dossiers en cours. Sauf que mardi, un nouveau message arrive. Finalement, le cap change, il faut regarder dans une autre direction. Et le stress recommence. C'est ça. Puis mercredi, une mise à jour subtile suggère qu'en fait, il faut mener les deux fronts en parallèle. Jeudi, silence radio total. Et vendredi, lors du point d'équipe, la direction s'étonne ouvertement que rien n'ait vraiment avancé. Bienvenue dans l'enfer quotidien de la communication interne. Mais grave. Et aujourd'hui, on va pas du tout parler de la dernière application à la mode, ni de la fréquence idéale pour caler des réunions, et encore moins de la façon de rédiger l'email parfait. Notre mission, à travers les sources qu'on a épluchées, c'est de décortiquer un concept fondamental. Un concept qui manque cruellement, ouais. La lisibilité, c'est-à-dire la capacité de comprendre un message instantanément sans avoir besoin de l'interpréter. Et c'est un sujet absolument fascinant, parce que ça touche vraiment toutes les strates d'une organisation, de la direction jusqu'aux équipes sur le terrain. Pourtant, c'est un point d'aveuglement total. En fait, ce que je viens de décrire avec la priorité du lundi matin, c'est pas un problème de communication, on est d'accord. Ah ben non, pas du tout. C'est un problème de clarté. Les entreprises réclament de l'engagement, elles veulent des gens proactifs, mais elles fournissent des consignes aussi instables que la météo, quoi. Du coup, si le vrai problème c'est la clarté et pas la communication en tant que telle, pourquoi est-ce que les entreprises répondent systématiquement en augmentant le volume? Parce que c'est la solution de facilité. C'est la stratégie classique de se dire les équipes n'ont pas compris, donc on va parler plus fort, plus souvent et sur plus de plateformes. C'est une vraie mascarade en fait. On parle énormément, les boîtes mail débordent, les notifications Slack explosent, mais au final on dit rien. Exactement. C'est l'illusion parfaite du volume. Beaucoup de dirigeants tombent dans ce piège en pensant sincèrement que répéter une information, c'est la clarifier. Mais le volume, ça crée du bruit, ça crée pas du signal. C'est clair. Prenons un exemple concret qu'on retrouve tout le temps. Une entreprise qui utilise 5 canaux officiels en même temps. Il y a Slack, les mails, un outil de projet genre Trello, les réunions et les notes écrites. L'usine à gaz quoi. Mais complètement. Et une seule et même information va circuler sur 3 de ces canaux, mais souvent avec 3 formulations légèrement différentes, avec des toutes petites nuances. Et le résultat, c'est un chaos total sur le terrain. Face à ces trois versions, chaque personne va tout simplement choisir celle qui l'arrange le plus. Ou celle qui correspond à ce qu'elle faisait déjà, ouais. J'ai une image qui me vient en tête d'ailleurs en lisant nos sources pour illustrer ça. C'est un peu comme si on avait une tour de contrôle dans un aéroport qui donnerait des instructions super floues à des pilotes d'avion. Des pilotes qui traversent déjà une zone de turbulence en plus. Exactement. La tour leur dit un truc du genre maintenez l'altitude mais préparez-vous à monter. Et ensuite, une fois au sol, on s'étonne qu'il y ait eu des collisions en plein vol. C'est tragiquement ça. Cette analogie de la tour de contrôle, elle montre bien que la communication interne, c'est devenu une simple mise en scène. Un théâtre, quoi. On joue à informer. Voilà, on informe, on diffuse, on coche la case communication, mais on oublie systématiquement la seule étape qui compte. La vérification. C'est ça. Est-ce que ce message est compris de la même manière par absolument tout le monde? Sans cette boucle de retour, c'est techniquement plus de la communication, c'est de la projection. On projette une idée et on espère qu'elle va bien atterrir. Et ce brouillard constant, c'est pas juste une petite gêne, tu vois, administrative, ça a un coût humain et opérationnel désastreux. Ah oui, les dommages collatéraux sont immenses. Qui paye le prix de ce flot? J'ai envie de reprendre ce cas qu'on a vu dans nos recherches. Ce salarié qui reçoit une consigne prioritaire. Ouais, le cas classique. Il s'y met. 2 heures plus tard, une notification tombe pour une autre tâche, jugée, je cite, encore plus prioritaire. Et en fin de journée, un troisième message annule indirectement la première consigne, mais sans le dire clairement. L'enfer. Du coup, la conséquence, c'est que cet employé, il travaille plus, il passe son temps à arbitrer, il devient un vrai stratège de survie au lieu d'être opérationnel. Et au lieu de faire son métier, il essaye de deviner ce qui compte vraiment pour pas se faire taper sur les doigts. Et là, on touche à un mécanisme destructeur, qui est la perte d'énergie cognitive. Je voulais justement qu'on s'arrête sur ce terme, l'énergie cognitive. Concrètement, pourquoi ça épuise autant notre cerveau d'être face à un message flou? En fait, le cerveau humain déteste l'ambiguïté. Face à une instruction claire,
ton énergie, elle va dans l'exécution de la tâche. Logique. Mais face à une instruction floue, le cerveau se met pas au travail. Il lance des simulations. Ah oui, il essaie d'anticiper tous les scénarios possibles. Exactement. Il décode les sous-entendus, il évalue les risques sociaux. Le collaborateur se dit, si je fais l'option A, est-ce que la finance va me bloquer? Si je fais la B, est-ce que mon boss va me le reprocher? Donc il fait plus son boulot, il fait de la gestion des risques à temps plein. C'est fascinant et terrifiant en même temps. Et si on monte d'un cran dans la hiérarchie, le rôle des managers devient tout aussi dramatique. Dans ce brouillard, la manager, elle manage plus du tout. Elle devient un filtre humain. Voilà, une traductrice officieuse. Elle passe tout son temps à reformuler ce que la direction n'a pas su cadrer. Elle sert d'amortisseur en fait. Elle bouche les trous de la raquette. Et le pire, c'est qu'on va l'évaluer sur sa capacité à embarquer ses équipes. Mais c'est impossible d'embarquer des gens quand la destination change sans préavis. C'est ce qu'on appelle l'injonction paradoxale, non? Tout à fait. C'est demander une chose et son contraire dans la même phrase. Genre, soyez super autonome, mais remplissez ce formulaire en 3 exemplaires pour valider l'achat d'un stylo. C'est épuisant. Ça me fait penser à cette histoire vraiment dure qu'on a trouvée dans les documents. L'histoire de cette salariée très performante, super engagée. Celle qui finit par partir? Oui, c'est ça. Elle suit toutes les consignes à la lettre. Sauf que ces consignes, elles changent sans arrêt, sans logique, sans cadre. Et lors d'une évaluation, on lui reproche un manque de cohérence dans son travail. C'est le monde à l'envers? Complètement. Du coup, elle se met à douter d'elle-même. Elle se suradapte, elle vérifie tout 10 fois, elle ralentit par peur de mal faire. Elle s'épuise et elle finit par démissionner, en étant persuadée de ne pas avoir été à la hauteur. Alors que c'était le système qui tenait pas debout. C'est un gâchis de talent absolu. Et c'est le symptôme de ces environnements où l'interprétation remplace la clarté. L'entreprise perd ses meilleurs éléments juste parce qu'elle refuse de clarifier ses propres attentes. Mais alors attends, je me fais l'avocat du diable une seconde. Je t'en prie. On entend super souvent les équipes se plaindre d'un manque d'autonomie. Elles veulent moins de règles, plus de liberté. Donc, s'il y a un flou, elles devraient être contentes, non? Eh bien, c'est là qu'on trouve ce qu'on pourrait appeler la contradiction silencieuse. C'est-à-dire? En surface, oui, les équipes demandent de l'autonomie. Mais le problème de fond, c'est qu'on veut l'autonomie sans vouloir assumer le cadre lisible. On réclame la liberté, mais on critique les règles dès qu'elles apparaissent. Ah, on veut le beurre et l'argent du beurre, quoi. On veut être libre, mais sans le contrat de lisibilité qui va avec. C'est ça. Et ça crée une boucle toxique parfaite. Pas de règles lisibles, donc chacun fait à sa manière. L'incohérence s'installe. La direction panique en voyant le bordel. Et elle remet du contrôle strict pour compenser. Du coup, tout le monde étouffe, se plaint, et la boucle recommence. C'est fou. Alors, si ça coûte des millions en perte de productivité, en fatigue, en talent qui fuit, pourquoi est-ce que les dirigeants continuent de créer ce brouillard éterminien? C'est une question de psychologie pure. La lisibilité, c'est pas juste bien rédiger un mail. Ça demande du courage managérial. Et beaucoup l'ont pas. Du courage pour dire quoi, par exemple? Du courage pour être vulnérable. Pour oser dire à une équipe « je ne sais pas encore » ou « cette tâche qu'on fait depuis 6 mois, c'est plus prioritaire, on arrête ». Et ça, forcément, ça crée de la friction. C'est super inconfortable. Précisément. Ceux qui créent ce brouillard ont tous un trait commun, la peur du conflit. Ils veulent être aimés avant d'être respectés. Donc ils arrangent la vérité. Ils adoucissent les angles, ils utilisent des mots vagues pour esquiver la tension, ils préfèrent une zone grise. À court terme, c'est confortable, il n'y a pas de confrontation. Mais à long terme, c'est dévastateur. J'ai une super métaphore pour illustrer ça. C'est comme si on distribuait un mode d'emploi écrit à moitié à tout le monde. Ou plutôt, c'est comme jouer à un jeu de société hyper complexe, où le maître du jeu réécrit les règles à chaque tour, mais il refuse de montrer le livret officiel. Ah oui, c'est une excellente image. Il a peur que les joueurs contestent les règles, donc il les garde vagues. Les joueurs essaient de deviner, ils font des actions, et d'un coup, le maître du jeu les pénalise pour un mouvement illégal. À la fin, tout le monde est frustré et plus personne veut jouer. Le maître du jeu protège son petit confort, mais il détruit complètement l'engagement des joueurs. Bon, alors sachant que ce flou, c'est un mécanisme de défense super coûteux, comment une organisation peut, très concrètement, inverser la vapeur? L'alternative, elle passe par une transition radicale. Passer d'une logique de volume à une logique de précision. D'ailleurs, on a l'histoire lumineuse d'une entreprise dans nos notes qui a fait exactement ça. Ils ont décidé d'arrêter de parler pour rien. Une consigne égale un message égale un canal. C'est la balle, oui. Les priorités sont limitées et assumées. Et surtout, les zones floues sont reconnues publiquement, pas maquillées sous du jargon corporate. Résultat, les gens respirent, l'action remplace le bruit.
Ça illustre parfaitement une citation géniale qu'on a dans nos sources. C'est de Sophia Estance, consultante en stratégie d'entreprise chez Joker Impact. Elle dit « Certaines cartes changent une partie, d'autres changent un destin. Et la lisibilité, c'est carrément une carte qui change un destin. » Mais complètement. Sauf que pour que ça marche, faut une méthode. Un vrai message doit répondre à 4 éléments fondamentaux pour dissiper le brouillard. Allez, on détaille, c'est quoi la première étape? La première, c'est le « quoi faire ». Ça paraît bête, mais ça doit être dit sans aucune ambiguïté. On ne dit pas il faudrait réfléchir à l'optimisation des ventes. Le fameux « il faudrait qu'on », le truc où personne ne se sent visé. Exactement. À la place, on dit il faut produire un rapport de 2 pages sur les ventes d'ici jeudi. C'est clair, c'est net. Deuxième étape, Le pourquoi le faire, le sens, le contexte. et c'est super important, parce que si l'équipe n'a pas le pourquoi, elle est incapable de pivoter intelligemment s'il y a un imprévu sur le terrain, non? Bien sûr, c'est tout à fait ça. Le pourquoi, c'est la boussole de l'autonomie. Troisième étape, c'est le comment. Et attention, on ne parle pas de faire du micromanagement ici. On explique juste ce que ça change concrètement. C'est ça, les limites, le budget. Voilà, on fixe le terrain de jeu. Et enfin, la quatrième étape, celle qui est tout le temps oubliée, le quand vérifier. À quel moment on fait le point pour savoir si ça a marché? C'est ça. Donc le quoi, le pourquoi, le comment et le quand vérifier. S'il manque un seul de ces trucs, c'est pas un message, c'est une intention floue. Et j'ajouterais qu'une règle doit être stable et applicable. Sinon, c'est juste de la décoration. Et qu'un canal doit avoir une fonction claire. Si on utilise Slack pour les urgences absolues et Trello pour partager des blagues sur des chats, c'est plus un canal, c'est un bruit de fond anxiogène. C'est clair. D'ailleurs, sur la question de la vérification qu'on vient de voir, il y a une erreur classique. Le summum de la mauvaise com interne. Ah, je sais de quoi tu m'as parlé. C'est la fin de la réunion, le manager ferme son ordi et il demande « c'est clair pour tout le monde ». Le fameux « est-ce clair ?» Et là, silence de mort, quelques hochements de tête polis et personne n'ose jamais dire non. C'est une catastrophe cette question. Personne ne veut passer pour l'idiot de service devant tout le groupe. Bah oui, c'est un piège de conformité sociale. Pour vraiment tester la lisibilité, la bonne pratique, c'est de demander « qu'est-ce que vous avez compris ?» Mais attends, dire à un adulte, un pro expérimenté « qu'est-ce que tu as compris ?» c'est pas un peu infantilisant? Ça fait très maître d'école? Ça peut l'être, si le ton est condescendant. Mais l'astuce, c'est de prendre la responsabilité du flou sur soi. Donc, au lieu de tester l'équipe, on teste son propre message. Exactement, un bon manager va dire « Bon, j'ai partagé beaucoup d'infos complexes, je veux être sûr d'avoir été clair et de rien avoir oublié. Comment est-ce qu'on va traduire ça en action demain ?» Ah, la nuance est brillante. Si la personne reformule de travers, le manager voit tout de suite que sa propre communication a planté. C'est le seul moyen de repérer les écarts d'interprétation avant qu'ils deviennent des erreurs sur le terrain. Mais encore une fois, ça demande d'accepter d'être vulnérable. Si on doit synthétiser un peu cette grande plongée, la leçon, elle est hyper contre-intuitive. Communiquer plus, ça sert strictement à rien. Communiquer juste, ça change tout. Habilité. Tant que personne prend la responsabilité de clarifier, chacun va bricoler dans son coin en pensant bien faire. C'est une distinction fondamentale. Pour clôturer cette exploration, on a envie de laisser une question ouverte, une vraie réflexion. Dans nos organisations respectives, est-ce que les messages alignent les équipes ou est-ce qu'ils les dispersent? C'est la question à se poser, ouais. Et surtout, face à ce brouillard ambiant, face à ce maître du jeu qui cache les règles, qu'est-ce qu'on choisit de faire? Est-ce qu'on subit en compensant par peur du conflit ou est-ce qu'on a enfin le courage de clarifier? C'est tout le défi. Un beau défi à relever. Merci à tous d'avoir suivi cette plongée au cœur de la communication interne. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration. Gardez l'esprit critique et à la prochaine.